Bonjour à tous. La semaine dernière, je suis allée passer quelques jours à Krasnoïarsk, en Sibérie. C'était dans le cadre du travail. Cette fois-ci, j'étais pas en vacances, mais j'en ai quand même profité pour filmer un petit peu. Et puis je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous parler d'une autre ville de Sibérie en Russie. Donc Krasnoïarsk, c'est une ville de taille moyenne à l'échelle de la Russie. Il y a à peu près 1,5 million d'habitants, je crois. Et c'est à 3400 km à l'est de Moscou. C'est encore plus à l'est que Novosibirsk, où j'étais allée en août. Donc en Russie, les gens entendent parler de cette ville pour des raisons plus ou moins positives. Déjà, une raison négative, c'est que c'est une des villes les plus polluées de la Russie, ou en tout cas, elle a la réputation d'être une des plus polluées. L'air, en tout cas, la qualité de l'air. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, ils n'ont pas de gaz apparemment là-bas, ils utilisent du charbon pour se chauffer, donc ça pollue. Et puis il y a une usine d'aluminium aussi qui n'aide pas les choses. Donc c'est quelque chose qui est ressorti quand j'en ai parlé avec des gens à Moscou, que c'est une ville à l'air très polluée et ce qui la rend très désagréable à vivre. Après, quand on était sur place, il y avait pas mal de vent, donc je pense que ça aide, et j'ai pas senti grand-chose, enfin j'ai pas senti d'odeur particulière là-bas. J'étais allée au Kyrgyzstan à Bishkek l'année dernière, en janvier, j'avais passé une semaine là-bas, et par comparaison, Krasnoïarsk, c'est un air de montagne vraiment, parce qu'à Bishkek, l'air est tellement pollué que c'est impossible de passer plus de 5 minutes à respirer dans la rue sans son masque. L'air a vraiment une odeur très forte, et on a l'impression de perdre des années de vie chaque heure qu'on passe sans masque. Là-bas, même avec le masque, en fait, on sent quand même l'odeur de l'air. Donc voilà, par comparaison, Krasnoïarsk, ça m'a pas paru spécialement pollué. Par contre, au niveau écologique, c'est vrai que c'est pas la ville la plus réussie. On a eu une guide qui nous a fait visiter la ville pendant quelques heures, et elle nous a expliqué que la rivière Yenisei, qui passe au milieu de Krasnoïarsk, ne gèle jamais en hiver malgré les températures de la Sibérie. Elle reste toujours à peu près à plus 6 degrés autour de la ville. Je crois que c'est même 200 km autour de la ville, enfin je suppose en descendant le courant. Et ça, c'est dû apparemment aux conduits de chauffage qui passent dans la rivière. Apparemment, il y a pas mal de fuites, pas mal de pertes. Quand j'ai entendu ça, je me suis demandé comment les poissons peuvent survivre au choc thermique en passant par la ville. La ville est aussi connue pour un point plus positif, qui est sa gastronomie. Donc les gens sur place nous ont expliqué que la ville, c'est la capitale gastronomique de la Russie, et qui prétendent même à plus, à élargir cette réputation à l'international. Donc en attendant, avec mes collègues, on a visité l'Institut de gastronomie de Krasnoïarsk, qui propose un programme qui a été développé en partenariat avec Paul Bocuse, donc en France. Et c'était vraiment une visite super intéressante, les gens là-bas étaient très motivés, très passionnés par ce qu'ils font. Le cadre est plutôt sympa, les bâtiments sont modernes et confortables, il y a un grand gymnase pour les étudiants, donc ça doit être plutôt sympa de faire ses études là-bas, malgré les conditions climatiques pendant l'hiver. Dans l'institut, il y a aussi un restaurant qui sert de terrain d'entraînement, on va dire, pour les étudiants. Donc ce sont eux qui font la cuisine, ce sont eux qui font le service, et n'importe qui peut venir prendre un repas, comme dans un restaurant normal, à part que ce sont donc les étudiants qui font tout. Le rythme a l'air assez intense, et c'est très cher de faire ses études là-bas, mais ça m'a presque donné envie de redevenir étudiante, de voir la bonne ambiance, et puis le côté vraiment pro et moderne de l'Institut de gastronomie. Donc aussi avec mes collègues, on a eu de la chance, on a été invités à un dîner spécial, où en fait le principe c'est que quelques étudiants sont partis explorer le fin fond de la Sibérie pour récupérer des recettes traditionnelles, qui sont pas slaves, donc qui sont des recettes vraiment locales, de populations locales, comme les bouriates par exemple, et d'autres populations. Donc pendant quelques semaines, ils se sont promenés, en l'occurrence c'était plutôt dans le sud de la Sibérie pour ce dîner-là. Ils ont récupéré des ingrédients, observé comment les gens cuisinent, et ils sont revenus après à l'Institut pour développer des recettes qui seraient compatibles avec, qui pourraient être servies dans un restaurant moderne et réel, tout en conservant l'aspect traditionnel et puis les ingrédients aussi qui sont utilisés dans la campagne. Il y a quelques jours, j'ai discuté de ça avec ma prof de russe, donc la prof qui donne des cours aux employés dans mon entreprise, et je lui ai montré le menu de ce dîner en particulier. Donc au début, quand je lui ai expliqué le principe, elle était super enthousiaste parce qu'elle adore tous les aspects culturels de la Russie. Pour elle, c'est vraiment passionnant à explorer. Et donc elle était très enthousiaste. Et puis après, quand elle a regardé le menu et qu'elle a vu que c'était que des noms d'ingrédients qui n'étaient pas slaves, mais vraiment qui proviennent de populations locales en Sibérie, sur le coup, elle s'est fermée en disant que c'est de l'appropriation culturelle, que c'est pas... que les Russes slaves ne devraient pas s'approprier des recettes et des ingrédients qui ne font pas partie de leur culture, et certainement pas en tirer profit en allant servir ça dans un restaurant. Parce que la plupart des étudiants à l'Institut, ce sont des étudiants russes, slaves, et non pas locaux de Sibérie. Et donc elle n'était pas du tout d'accord, et elle m'a dit que si on veut faire revivre toutes ces recettes et ces traditions, ça devrait être des étudiants ou
des personnes locales de populations sibériennes différentes qui se chargent de ça et qui ouvrent leurs restaurants, etc. Parce que si ce sont des Russes blancs slaves, c'est de l'appropriation culturelle et c'est pas correct. Donc là, j'étais pas du tout d'accord avec elle. Donc on a eu un petit débat là-dessus. Parce que pour moi, déjà d'une part, si ce sont pas les Russes slaves qui font revivre ces recettes, personne ne le fera, donc elles vont juste disparaître, ces traditions vont disparaître. Donc c'est plutôt leur rendre service que de les faire revivre, même si effectivement on ne conserve pas exactement la tradition. Enfin, au restaurant, ils vont pas faire cuire leur viande de cheval sur un feu de camp, mais tout de même, ça permet de propager la tradition et de garder cette culture vivante. Ensuite, les populations locales, d'où viennent ces traditions, ils vivent plutôt dans des villages ou à la campagne ou au fin fond de la Sibérie, et je suis pas sûre qu'ils aient envie spécialement d'aller ouvrir un restaurant dans une grosse ville. Et puis pour moi, cette idée d'appropriation culturelle, c'est vraiment assez hypocrite. Et ça m'agace un petit peu parce que ça va toujours dans un sens. Si c'est une population blanche et majoritaire qui s'approprie, entre guillemets, un pan de la culture d'une population qui n'est pas blanche ou qui est minoritaire, alors ça va pas du tout, c'est pas moral, c'est de l'appropriation culturelle, etc. Mais quand c'est dans le sens inverse, quand c'est d'autres populations non blanches qui s'approprient, entre guillemets, encore une fois, des pans de la culture de population blanche, dans ce cas, tout va bien, il n'y a pas de problème. Par exemple, si on prend juste l'exemple de la culture française, dans chaque pays, il y a de l'appropriation culturelle, entre guillemets, de la culture française. En Russie, c'est le cas. Dans tous les pays où je suis allée, il y a des petits morceaux de culture française qui sont complètement déformés, qui ressemblent plus du tout à ce qu'on a en France. Mais ça fait mieux vendre de donner un nom français à un magasin, à un produit, des choses comme ça. Et ça pose absolument aucun problème à personne que la culture française soit comme ça dispersée et déformée dans d'autres pays. Et moi, ça me pose pas du tout de problème non plus que la culture française soit partagée comme ça, je trouve ça chouette. Mais ça devrait pas poser de problème que d'autres cultures subissent le même sort. En plus, en général, les populations d'où viennent ces traditions n'en ont absolument rien à faire. Qu'on les imite, qu'on s'en inspire, et puis oui, ça fait vivre des traditions, je trouve. De toute façon, on peut pas garder une tradition totalement fixe, même au sein de ces populations locales. Et les choses changent, bien sûr, ils deviennent de plus en plus modernes, ils s'adaptent au monde moderne. Donc c'est absolument impossible de vouloir tout garder figé comme c'était à un moment précis dans le temps. Donc voilà, j'ai encore eu un débat avec ma prof de russe qui a des idées beaucoup plus européennes que les miennes. Donc on a très souvent des débats sur ce genre de choses. Et sinon, une dernière chose touristique à propos de Krasnoïarsk, c'est que la ville est aussi connue pour des sortes de piliers de pierre, des montagnes qui sont juste à l'entrée de la ville, à l'extérieur de la ville, et qui ont été formées par des remontées de magma, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est très facilement accessible depuis la ville, en taxi par exemple, ça prend quelques dizaines de minutes. Et ce sont des montagnes avec des formes assez abruptes, donc c'est plutôt sympa à voir. Après, en hiver, il y a pas mal de chemins qui sont fermés. Là, il neigeait quand on est arrivé, donc ça devient trop glissant pour s'y promener. Mais si vous passez par là en été, je pense que ça vaut le coup de faire un peu de rando. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo rapide sur Krasnoïarsk. J'aimerais bien retourner en Sibérie cet hiver, à vrai dire, si c'était possible, juste pour voir si je peux survivre au froid. J'aimerais bien aller dans la campagne aussi, pas seulement dans des grandes villes. Mais après, ça demande beaucoup de temps, donc je sais pas si j'aurai le temps après Noël. On verra. En tout cas, la Sibérie, c'est intéressant. Novosibirsk, c'était vraiment la pire ville que j'ai visitée en Russie. Mais Krasnoïarsk, c'était plutôt sympa. Les gens sont très accueillants, il y a plein de cafés, etc. Donc il y a une bonne ambiance. Et je suis curieuse de voir la Sibérie en plein milieu de l'hiver quand il fait vraiment froid. Это я прям туда, да, она возьмет? Нет, вот так с руки прям, да. Да еще дай. Сейчас я одно видео сниму. Un truc qui n'a rien à voir, mais je veux pas faire une vidéo sur juste une conversation que j'ai eue, et je trouve ça intéressant d'en parler. Quand je suis allée à Sheremetyevo, l'aéroport qui dessert la Sibérie, je suis restée coincée dans les embouteillages pendant à peu près 2 heures. Donc j'étais dans le taxi et le chauffeur de taxi a commencé à discuter avec moi. Il était super intéressant, il avait vécu un petit peu en France et il était vraiment passionné de France, mais comme la plupart des Russes, c'était plutôt de la France que j'ai pas connue, de la France de Charles de Gaulle surtout. Il m'a parlé de Charles de Gaulle pendant 20 minutes. Apparemment il connaissait sa vie entière, il avait regardé plein de documentaires sur Charles de Gaulle et c'était un grand fan. Donc il avait essayé de déménager en France pour la culture surtout, avec sa femme, mais ils avaient pas tenu, enfin elle avait pas tenu en tout cas le choc culturel et puis le fait d'être si loin de chez elle, donc au bout de quelques mois, au bout de 3 mois, ils étaient rentrés. Je crois qu'ils étaient à Nice,
Nice, c'est vraiment l'endroit rêvé, à part Paris peut-être, où tous les Russes qui rêvent de la France ont envie d'habiter. Moi j'avoue, ce serait pas du tout l'endroit que je choisirais pour vivre en France. Mais bon, pour eux, c'est synonyme de luxe, de soleil, de sophistication à la française. Donc bref, tout ça pour dire, à chaque fois que je prends un taxi et que le chauffeur se rend compte que je suis française, enfin que je suis étrangère, et on commence à discuter. Et à chaque fois, la vision qu'ils ont de la France, c'est que la France était un pays incroyable à l'époque de Charles de Gaulle, et que maintenant ça devient n'importe quoi. Et à chaque fois que j'ai ce genre de conversation, je m'imagine les gens dans l'Ouest, s'ils pouvaient entendre ce que j'entends, ils tomberaient complètement à la renverse parce que vraiment le politiquement correct ça n'existe pas. Et donc ils sont très directs avec les questions qu'ils me posent sur pas mal de sujets tendus, on va dire, qu'on a en France. Et ils ont vraiment un avis défini sur la question. Pour eux, on est en train de ruiner la France et c'est très dommage. Donc c'est drôle parce qu'en général, quand je suis avec ce genre de personnes avec un avis aussi extrême sur la France, j'essaie de défendre la France d'aujourd'hui, etc. Alors que quand je reviens dans l'Ouest et quand je reviens en France, j'ai des débats dans l'autre sens où j'essaie d'expliquer aux gens pourquoi je suis partie en Russie et pourquoi j'ai pas envie de rentrer en France. En tout cas, la politique, c'est vraiment un sujet qui revient directement à chaque fois que les gens apprennent que je suis française et que je viens de l'Ouest. Donc ils veulent me demander mon avis sur tout ce qui se passe dans l'Ouest. Pourquoi est-ce que l'Ouest a changé autant en 50 ans. Et c'est intéressant pour moi de passer de l'Est à l'Ouest et d'entendre de chaque côté des gens qui sont curieux, enfin surtout du côté de la Russie d'ailleurs, qui sont curieux à propos de l'Ouest. Je dirais que des deux côtés, il y a pas mal de désinformation, d'exagération, de choses comme ça, mais au final plus du côté de l'Ouest. Donc c'est plutôt en France où les gens ont une image très déformée de la Russie, surtout parce qu'en fait ils s'y intéressent pas, ils ont pas du tout envie de creuser, et toutes les infos qu'ils reçoivent, ça provient des médias. Donc l'image de la Russie qu'on a dans l'Ouest est très incorrecte, je trouve. Donc voilà, c'était encore une conversation intéressante avec un chauffeur de taxi, et puis ça me fait pratiquer mon russe, donc j'en profite.